on n'est quand même que 2 nanas. Et à 2 nanas, on a réussi à permettre à 151 cellules familiales, à un moment ou à un autre, d'avoir de l'argent qui rentre au foyer. Bon, ben c'est OK en fait. On n'a pas à être coupable de quoi que ce soit. Et on s'est beaucoup travaillé sur ce sujet-là en fait, le sujet de la culpabilité de vendre. Des collaboratrices qui m'ont dit vous nous abandonnez en fait. Ils nous ont dit les filles, quand on a regardé pour préparer l'opération d'aujourd'hui les cautions personnelles que vous aviez toutes les deux sur vos épaules, on se demande même comment on a réussi à faire ça. Après avoir passé ce coup de fil à cet intermédiaire qui m'a donc informé, je l'ignorais, que j'avais les meilleurs ratios du marché fin 2018. Fort de cette information, je me suis dit on est quand même plutôt pas mal en position de force toutes les deux là. À partir du moment où tu entrouvres à peine la porte, mais à peine un ongle de la possibilité que peut-être tu pourrais vendre, c'est déjà trop tard. Ma fille m'a fait un dessin et puis la légende du dessin, elle avait écrit à côté avec son joli petit crayon de couleur « Maman, arrête de travailler et viens jouer avec moi. » Et là, j'ai dit, allez, je pense qu'il est vraiment censé de vendre cette entreprise. Feuille blanche. On aurait pu faire un tuto pour vous apprendre à vendre votre entreprise, mais on a mieux, une collection de récits d'entrepreneurs passés par là. J'ai le plaisir d'ouvrir le bal de ce nouveau cash out avec Tom Selleck. Salut Sacha. Hello Thomas. La moustache te va très bien. Merci. Tu nous diras si ça fait partie du tuto pour mieux vendre, parce que j'ai envie de signer les yeux fermés en te voyant comme ça. Ça rassure ? La confiance, la confiance. J'espère qu'elle nous accordera aujourd'hui toute sa confiance pour nous livrer les coulisses de la session de son entreprise. Ravi de t'avoir avec nous, Catherine Débert. Ravi aussi, la confiance fait partie du deal. Allons voir. Tu nous as dit, je livrerai tout, ou presque. Bonjour Catherine, bienvenue. Surtout le tout. Merci. On démarre pas un cash out sans une musique. On raconte les montagnes russes des sessions de boîte en musique. Et pour ça, tu as décidé d'ouvrir avec Shakira, avec Whenever, Wherever. Le principe du work hard, ça c'est fait. Yes. C'est pas fini et le play hard, c'est maintenant. Donc on démarrait avec Shakira pour nous parler de qu'est-ce qu'elle dit cette chanson de toi. Elle parle de moi, tout simplement. Je pense que c'est Elle l'a écrite pour toi. C'est mon énergie de base. Ce sont aussi toutes ces années dans le conseil en stratégie quand j'ai quitté l'école, quand j'ai quitté HEC. Work hard, play hard. On était tout un groupe de jeunes dans le business et qui nous retrouvions très, très fréquemment du jeudi soir, peut-être au dimanche, et souvent sur cette musique, entre autres. Pour parler de ton cash out, on parle donc du réseau de crèches privées que tu as lancé. Je rappelle le nom, Edoulois, que tu as vendu au groupe People and Baby. Exact. J'ai pas trouvé le chiffre exact en ligne, c'est comme souvent, on a fait nos petites recherches avec Sacha. Alors, selon les estimations, alors c'est un peu fourchette basse et haute, on est entre 5 et 20 millions. Tu attaques très fort directement sur le prix. Oui, après on n'en parle plus après. On l'élude, ouais. Alors, c'est comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont cédé un chiffre que je ne communiquerai pas. Mais effectivement, la fourchette est assez large, entre 5 et 20, tu as bon. Ok, bon, jusque-là. Mais parfois, on testera des choses avec Sacha. Tu peux pas nous le donner ? Non. Tiens, non. Bon, l'argent, c'est pas tout. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans les coulisses ? Qu'est-ce qui fait qu'on monte une boîte ?
qui va intéresser un repreneur, là en l'occurrence un groupe comme People and Baby. Et puis qu'est-ce qui se passe après, quand tu es encore dans la boîte que tu as créée, mais tu n'es plus chez toi, tu l'as vendue. Et puis ensuite la nouvelle vie. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, pendant toutes ces étapes? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est sûr que c'est une période de vie intense et unique. Et or, certains le vivent plusieurs fois, on en a eu quelques-uns, mais parfois c'est l'histoire d'une vie, il n'y en a qu'une. Et là, en l'occurrence, il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura une autre, puisque je repars en levée, donc il y aura forcément un autre exit. On veut le revivre. Et nous, on a envie de te réinviter seulement après 5 minutes d'échange, tu vois, c'est assez fort. Donc, pour parler de ce moment clé, il y a un jour qui va tout changer, c'est le jour du signing/closing. Pour ça, tu nous embarques avec Sia, Unstoppable. On l'écoute, tu commentes et on raconte ce jour J. Allez, go. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on so you are how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Alors ça, j'adore parce que tu fais la choré et tout. Super. Alors pour ceux qui ont l'image, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, t'es dedans là, t'es face au repreneur, prête au combat là. Je suis danseuse aussi, donc j'ai besoin aussi de m'exprimer comme ça. Donc là, on part pour signer. Il se passe... C'est quoi? C'est le jour du closing ou le jour du signing, la grosse, pour toi, la grosse journée? Le jour du closing. Le jour du closing, ok. Clairement. Okay. On rappelle la différence pour ceux qui tomberaient par hasard sur ce 105 ou 106e épisode de Cash Out. Signing, closing, Sacha? Le closing, signing, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Le closing, c'est le jour où il y a les flux d'argent qui bougent et où les actions et l'argent sont transférés. Et donc, c'est le jour où tout change. C'est en général le jour le plus important pour les entrepreneurs. Et ce jour-là... Oui, souvent, c'est le même jour. Parfois, tu fais les deux. Très souvent, tu fais les deux, oui. Et c'est comment tu te réveilles ce jour-là? C'est toujours ma première question. C'est comment commence... Je me réveille déjà après une saccade. Vraiment, dans le vécu, c'est ça, une saccade ininterrompue pendant 3 mois. Les 3 mois entre signing et closing, où chaque matin, on repartait au combat, en fait. Et chaque matin, je me disais, OK, il est de plus en plus tôt. Je me levais de plus en plus tôt pour avoir des journées de 2 jours. C'est ça. Pour pouvoir tenir tout ce qu'il y avait à tenir entre-temps, tenir les chiffres, repartir dans une renégo, donc, inattendue entre signing et closing. Et puis... on en parle après, alors. Voilà. Et je pars ce jour-là, je me réveille ce jour-là, prête, vraiment prête, à me dire, on va pas me la faire à l'envers. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, je suis en maîtrise. Donc ça passera. Il y a un côté comme je veux, ou ça passera pas, c'est pas grave. Oui, il y a presque un mantra qui se passe dans la tête et quoi, une sorte de méthode Coué, où ce que tu viens finalement de dire, c'est ça passera. Ou en fait, tant pis. C'était pas du tout une méthode Coué, c'était vraiment un centrage intérieur. Là, c'est pour ça que je faisais ce geste tout à l'heure. Je savais que j'avais le pouvoir de dire non. Voilà. C'est encore ta boîte, t'as encore le pouvoir de dire non. Exactement. Et t'étais prête, ce jour-là où effectivement tu te réveilles, comme disait Sacha, t'es dans cet état d'esprit, et t'es prête. Après les 3 mois que t'as vécu, tu le disais, avec des journées beaucoup plus longues, parce qu'il faut tenir la négo, mais il faut tenir les chiffres. Les opérations, l'équipe, le business qui continue pendant ce temps-là. Et donc après tout cet engagement,
t'es prête à dire ouais, c'est bon. Je suis Si, prête. si j'ai pas ce que j'attends ou ce sur quoi on s'est mis d'accord. C'est ça. Et ça pouvait pour toi encore changer? Il y avait encore des choses le jour du closing qui pouvaient encore évoluer? En théorie, non. De ce qui avait été signé, en pratique, oui. Ouais, c'est pas la première fois. Nous, on a eu des exemples où ils se séparent dans 2 salles, les avocats passent d'une salle à l'autre pour encore se mettre d'accord, alors que normalement tout était bon jusqu'au dernier moment. Donc c'est vrai que l'adage il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué reste. Oui, et je pense que c'est de bonne guerre de part et d'autre, hein. Moi, je retiens surtout que, pour en avoir parlé aussi à beaucoup d'entrepreneurs, parce que j'en connais beaucoup, et des repeat entrepreneurs dont je fais partie, c'est beaucoup du théâtre aussi, de business en général, les levées, les closings, les signings. Donc Donc chacun il faut joue tenir sa sa partition. partition. Voilà, exactement. Et à la fin, il faut que ça sonne juste pour une belle représentation et finir sur cash out. C'est ça. Mais oui, j'étais arrivée avec ma grosse valise, Ouais. la plus grosse que j'avais, avec plein de classeurs, de clés des établissements, voilà, les choses essentielles. Bon, Au cas où on te demanderait telle information de tel surtout établissement. pour les mettre en sécurité au siège du repreneur et ne pas les laisser au siège de la boîte reprise, qui puissent fonctionner efficacement, avoir tout sous la main, transférer une certaine forme de responsabilité, on va dire, sur ces documents et clés essentielles, c'est important. Bon, à un moment, juste très doucement refermer la valise, mes affaires, mon ordinateur. Attends, pardon. Et on a fait une pause. Ah oui, donc là, oui, ok. Donc là, on C'était est pas on a signé, je referme tout et là, il y a un moment. Là, on est chez les repreneurs, les Oui. avocats. Ouais, les repreneurs. Ouais, le jour du closing. D'accord. Donc, voilà, on a donc marqué une Donc pause. à un moment, tout le monde lève la main, tout le monde Mhm. lève le stylo et on rediscute encore de quelques points. Et on va faire une pause parce que là, la discussion est engagée de manière surprenante. Donc, tu disais que parfois, le jour de la signature, Ah oui, donc ok, voilà, on c'est se ça. met dans 2 C'est ok. salles ou autres. Voilà, c'était de cet acabit-là. Vous faites une pause. J'aime bien qu'on arrive à se projeter, presque fermer les yeux, s'imaginer la salle, ce qui se passe. Là, il y en a qui sortent de la pièce. Toi, tu vas faire un tour dans la rue. C'est quoi le chemin? Tu vois, il se passe quoi et qu'est-ce qui se passe là? En l'occurrence, on n'a que ta version et ton histoire à toi, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Toi qui étais parti avec cette idée que tu nous partageais avec Sacha de soit ça signe, soit tant pis. Ben, c'était manifestement, nous ne sommes plus d'accord par rapport à ce qui est signé. Bon, dans ce cas-là, les conditions ayant changé, la signature n'aura pas lieu. Et donc à ce moment-là, et c'est pourquoi, tu le rappelles, ça arrive dans des cas suffisamment fréquents pour que ce que je raconte ne soit pas Oui, c'est incroyable. pas déconnant. Effectivement, il faut mettre une distance, c'est-à-dire une distance de temps, une pause, et une distance géographique, pas la même salle, sortir dehors et juste attendre que les choses se passent. Que Et les non. 2 parties puissent se dire, bon, finalement, quelle est la situation? Est-ce qu'on a envie de signer, oui, non? Et les laisser prendre leur décision. Et donc, dans ton histoire à toi, là, tu pars marcher dans la rue, seul, avec ton avocat, ou vraiment... Les avocats, toute ma team, en fait, hein, Ok. les 2 associés, les avocats. Voilà. Prendre l'air et attendre. Et là, vous êtes dans la rue, vous marchez, personne ne moufte, ou t'entends une mouche voler, un klaxon, ou là, c'est bon, voilà ce qu'on vient de vivre. Là, si on veut encore signer, voilà ce qu'il faut demander, ou voilà ce à quoi il faut renoncer. Vous refaites un peu de stratégie, ou là, juste, tout le monde a besoin de souffler 5 minutes de ce que tu dis, mais la situation était relativement claire, donc il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Je pense que ce matin-là où je me suis réveillée avec cet état d'esprit-là faisait suite à une nuit de toute façon très courte. Et donc, quelques heures à peine avant, nous étions déjà en train de dire, bon, scénario A, scénario B. Voilà, donc la discussion avait déjà eu lieu finalement. Donc au bout de 5 minutes, on a profité, rigolé, on s'est refait le film de ces 8 années, de toutes les aventures géniales qu'on a vécues, des moments un peu plus durs quand il y en a eu. Et il y en a toujours. Et on a ri. Ouais. Voilà, le rire est toujours la meilleure méthode dans la vie, je pense. Quand tu veux te centrer, c'est aussi sur tes forces, Ouais. tes bases solides. Et donc, c'est ça qu'on a fait pendant ce temps-là. Vous remontez? On remonte quand on est invité à le faire. Vous attendiez un appel? Oui.
quelqu'un vous fasse un signe par la fenêtre, Oui. remonter, c'est bon. Ah bah, il fallait que décision soit prise des deux côtés. Un deal, pour que ce soit un vrai bon deal, il faut qu'il y ait deux décisions. C'est une relation, il y a toujours deux bouts à la relation. Et que tout le monde ait le sentiment d'avoir gagné aussi quelque chose. Et que tout le monde ait le sentiment d'avoir gagné quelque chose, parce que tout le monde a véritablement gagné quelque chose dans ce deal, et que les deux parties prennent une décision. Voilà, donc nous ne sommes pas remontés tout de suite, nous avons attendu d'y être invités avec la certitude que décision a été effectivement prise. Et alors là, vont remonter. Tout le monde a accepté que c'était un jeu de négo. Et en fait, là, c'est bon. Enfin, il n'y a plus de tension. C'est bon, on est d'accord, on y va. On se serre la main, on sort le champagne, on fait la belle photo. Ou bah, du coup, comme tu es dans cet état de tension, alors peut-être moins forcément côté repreneur qui a l'habitude souvent de racheter plusieurs boîtes, que toi c'est un moment d'une vie, donc un moment de tension comme ça, tu le vis pas tous les 4 matins non plus. Mais donc tu vois, le pouls là de l'ambiance, c'est comment quand vous remontez? C'est exactement la phrase que tu viens de prononcer. C'est tout le monde souriant, très conscient de ce qui vient de se livrer, et ouais, c'était de bonne guerre. On a, de part et d'autre, on a tenu notre partition chacun. Allez, on signe. C'était un quiproquo, c'était voilà, et vraiment content de se rasseoir. Et les avocats commencent à faire tourner sur la très grande table du conseil les X exemplaires de signature. Oui, parce que voilà. quand tu es celui qui revient en arrière sur ses positions, non seulement tu es obligé de prendre la décision, mais c'est aussi obligé de trouver une porte de sortie, te décornériser de la discussion pour que ça puisse effectivement, tu puisses reprendre une discussion harmonieuse. Oui, ou tu peux avoir aussi une autre partie en face qui est lucide, qui n'est pas submergée par l'émotionnel, qui est très conscient de ce que c'est une session et qui du coup ne se rigidifie pas outre mesure et laisse intelligemment cette porte de sortie sans que l'autre ait à surjustifier ou surargumenter quoi que ce soit en fait. On le verra peut-être aussi dans la partie négo, parce que là c'est les dernières négo finales, mais la place de l'avocat, des avocats, et la place de l'entrepreneur et du repreneur dans tout ça, qui fait quel pas, qui envoie ses soldats au front à la place ou pas, et à quel moment. C'était quoi toi ton jeu de tout ça? Alors moi, déjà il faut savoir qu'on était deux associés. Nous avons monté 11 crèches. Et parmi nos deals de départ, il y avait surtout le suivant, on va jusqu'à 10. Et à 10, clause de rendez-vous toutes les deux, on voit. Est-ce qu'on aura envie d'arrêter? Est-ce que l'une des deux aura envie de continuer, l'autre d'arrêter? Est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure, on lève des fonds, on part pour un maillage territorial national? Voilà. Donc arrivé à 10 crèches, on a fait ce qu'on a dit. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'une des deux voulait vendre, ce n'était pas moi. Moi, j'avais envie de continuer. Donc, 8 années d'épanouissement génial. Beaucoup plus facile le matin, sous la douche, de se dire on signe ou tant pis. Voilà. Mais moi, ça m'allait très bien de ne pas signer. Ouais. Bah, on reviendra un peu dans les discussions que vous avez eues avec ton associé. Juste sur cette partie avocat / entrepreneur, et à quel moment on revient soit dans la négo pour taper du poing sur la table, ou au contraire pour des fois fluidifier, adoucir la discussion. Enfin, t'en parles souvent, ça, de Sacha aussi. Ouais. Eh bien, tu as le jeu, pourquoi je te faisais cette précision importante, tu as le jeu avocat, mais tu as aussi le jeu associé 1, associé 2. Quand on a une qui dit « mais moi, vous savez qu'on est là parce que mon associée est vendeuse, moi je ne suis pas vendeuse ». Partant de là, tu es en position de force. Donc ça aide à... Good cop, bad cop, comme toujours. Et bah, t'as l'air très sympa pour une bad cop. Vous avez signé, vous sortez de là. C'est quoi les premiers mots dans la rue, entre vous, entre associés ou avec les avocats Alors, en vrac, tu as l'impression d'être passé dans une machine à laver, d'avoir fait une piste noire à bosse en touchous, d'avoir dansé toute la nuit, d'enlever enfin tes chaussures à talons après 12 heures de... Voilà. T'es surexcité, t'es aussi vidé, mais c'est un vide plein. Comment dire ça?
C'est vraiment ça, c'est un vide plein de tout ce qui vient de se passer et plein de toute la liberté qui arrive devant. Je dirais, si je dois sélectionner un adjectif, t'es excité. C'est de l'excitation, en fait. Pleine d'adrénaline. Ouais. Ça redescend pas d'un coup. Immensément. Ça redescend pas d'un coup. Non. Et là, tu pourrais repartir danser toute la nuit, refaire un touche-chousse, alors peut-être pas sur une piste noire à bosse, mais au moins sur une rouge. Ouais, tu peux repartir, en fait. Et des fois, il y a le contre-coup. Alors, j'avais l'anniversaire des 40 ans d'une amie le soir même. J'y suis allée. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû aller m'allonger dans une chambre et faire une sieste d'1 heure alors qu'il était minuit, quoi. D'accord. Très fatiguée. Mais c'est reparti. Et après Mais c'est reparti après. Ouais. On fait le flashback. Tu l'as évoqué. 11 crèches, donc 11 établissements, un réseau monté complètement sur fonds propres. Oui. Et ben on raconte toute cette histoire avec Queen, Don't Stop Me Now. Chanson élue, celle qui rend la plus heureuse, le plus de bonheur, celles et ceux qui l'écoutent. Je ne sais pas quelle est la valeur de sondage, mais je le ressors souvent. Stop me now. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. Oh, rien ne va t'arrêter. Et pourtant, tu l'as dit, on va parler du projet de départ, du grand rêve de l'entrepreneur. Tu l'as évoqué aussi, il y a eu des moments plus durs. On est tous face parfois à des vents contraires. Mais donc un réseau de crèches privées. Je peux pas m'empêcher quand on parle de ce sujet-là, et on avait déjà fait aussi Jonathan Sirot qui avait vendu sa boîte à un autre grand du marché qui était les frères qui avait vendu aux Babylou. frères, tout à fait, chez Babylou, les frères Karl. Exactement. Voilà, bien vu. Rodolphe et Édouard Karl. Mais donc on est sur un marché où il y a des très gros. C'est un marché aussi qui a défrayé la chronique parce qu'il y a eu des vrais problèmes dans certaines crèches. J'ai plus quel nom en tête, donc je me risquerai pas à envoyer des noms, mais tu as réussi à tirer ton épingle du jeu. Tu me disais quand on préparait cet échange que vous étiez une des boîtes les plus rentables du marché, et quand tu m'as dit ce que vous faisiez, je t'ai dit il y a un loup, comment vous avez fait. Et donc je veux bien que tu me partages ce que vous avez fait, quelle était vraiment la différence sur ce marché, et comment malgré tout vous avez réussi à avoir ces chiffres. Très volontiers. Alors effectivement, un livre est sorti il y a 1 an ou 2, explicitant quelques dérives qu'il y a dans quelques crèches. Et comme souvent, on retourne le 80-20 et on fait du 20% ou même 2% le cas général d'un secteur. Donc bon, voilà, je pense que tous ceux qui nous écoutent sont lucides aussi. Des dérives, il y en a partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle l'immense majorité des faiseurs de ce marché. Bon, c'était une précision importante, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Comment on a fait, nous ? Eh bien déjà, toutes les deux avec mon associé, nous étions jeunes mamans à l'époque. Donc on est parti de notre expérience parce qu'on connaissait profondément les pain points. Et quand on part du vrai besoin, eh bien, en général, on a bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on aurait voulu pour nos enfants respectifs dans l'idéal absolu ? Si on devait les mettre en crèche. Si on devait les mettre en crèche, quelle serait la crèche idéale ? Pour l'instant, on ne se censure pas. Qu'est-ce qu'on ferait ? Et après, on verra si c'est possible ou pas. Et c'est parti pour le brainstorming le plus radical. On a adoré, on a kiffé. Et puis, au bout d'au moins une demi-heure, on a vraiment pris le temps. On s'est dit, maintenant, comment on fait ? C'est pas est-ce que c'est possible, comment on fait ? Ça va trop vite, Catherine. C'est quoi la crèche idéale ?
La crèche idéale, c'est celle qu'on a montée. Donc déjà, des micro-crèches. Micro-crèche, c'est important quoi, parce que tu avais d'enfants 10 enfants à l'époque. Depuis, c'est passé à 12, mais à l'époque, c'était 10, qui permettait d'avoir une proposition de valeur vraiment très particulière auprès des parents et de leurs enfants, bien entendu, le meilleur de la collectivité et du cocon d'une garde plus individuelle, comme à domicile. Et on y a rajouté des vraies propositions de valeur innovantes. Premièrement, cuisine sur place, ce qui nous permettait d'avoir la main sur les menus et donc d'accompagner chacun des enfants individuellement dans sa diversification alimentaire. C'est vraiment génial, ça. Se projette sur les barquettes. C'était bio à 90%. Et à cet âge-là, ils peuvent pas trop se plaindre en plus. Donc, t'as plus de vitamines, t'as plus de qualité organoleptique, t'as pas une purée qui a été faite à 4h du matin, 2h du matin, voire la veille dans des cuisines centrales et qui sont toutes en eau quand tu les sers aux enfants. C'était fait le matin même. Donc bien manger. Dans l'établissement. Premier truc, on veut que nos enfants mangent bien. Exactement. Ensuite, on avait tout un projet de montée en compétences parentales des parents, les mères comme les pères, et même les grands-parents qui venaient aussi chercher l'enfant, pour qu'on puisse faire tout un cordon sanitaire, une continuité autour de leur enfant. Voilà, l'éveil, le soin des enfants, la pédagogie, ça marchait très bien. Et donc, toutes mes professionnelles nous remontaient que le matin, le soir, dans les transmissions, elles y passaient un temps incroyable, tellement il y avait de l'adhérence du besoin de l'appétence par les parents. Ce qui m'a d'ailleurs, je fais la précision, amené à céder ce réseau de crèches pour mieux me concentrer sur cette activité-là d'accompagnement des futurs et jeunes parents et pour aider, au-delà de mes 11 établissements, tous les parents du monde sur ce sujet. Et ça, c'est ta nouvelle boîte, avec on en parlera tout à l'heure, avec de la tech. Attends, j'ai une question. Ouais. C'est une des personnes qui travaille dans la crèche qui fait la cuisine, ou c'est une personne, enfin, c'est une personne qui fait autre chose en plus dans la crèche, ou c'est un on a fait le choix cuisinier. que ce soit nos équipières. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a recruté plus de monde pour avoir un vrai gros ratio d'encadrement rapporté aux enfants, de manière à ce qu'elles aient des temps dédiés où elles vont se détacher en cuisine. avec de la polyvalence Et pour qu'il y ait pouvoir... toujours le nombre Le bon nombre suffisant, de personnes et bien pour évidemment s'occuper des auprès enfants. des enfants. Ça veut dire aussi qu'elles embauchaient plutôt la journée. Ça veut dire qu'elles étaient formées. Donc on était un restaurant. Je dis souvent on avait 2 métiers, mais c'est réel. On était aussi restauration collective. Donc c'était militaire. L'organisation, elle était cadrée, processée. De toute façon, il y a des normes, les normes HACCP d'hygiène et de sécurité en cuisine. Ça veut dire qu'elles étaient accueillies à chaque fois qu'on embauchait une nouvelle personne. Il y avait tout un protocole d'accompagnement terrain, donc formation théorique, par un organisme extérieur comme il se doit sur les normes HACCP, par nous-mêmes sur les normes de la crèche, puis elles étaient accompagnées pendant un long moment sur le terrain, pour regarder faire et de corriger. La question qui me vient, je ne sais plus si c'était les crèches ou les EHPAD, parce que je crois que c'est le même journaliste qui a fait les 2 reportages, mais quand on a entendu les scandales, il y avait ces highlights sur, je ne parle pas d'highlights individuels sur des personnes qu'on déconne sur des sujets, mais des systèmes où typiquement on va mettre moins de couches ou un peu moins à manger, là je crois que c'était en EHPAD, pour optimiser la rentabilité. Comment, en ayant ce niveau de qualité-là, tu arrivais à avoir cette rentabilité en face? Tu disais plus de monde, plus de personnel, donc c'est des charges. Donc, c'était quoi le secret? Parce que ça paraît pas évident comme ça. Il y en a plusieurs. Alors que ceux qui gèrent des micro-crèches aujourd'hui m'écoutent, ça va leur donner des bonnes idées. Et puis elles peuvent venir me voir, j'aide. Un mix de choses. Déjà, la première, c'est quelle est la proposition de valeur ? On a beaucoup interrogé les parents qui venaient dans nos crèches en leur disant « Est-ce que vous préférez qu'on vous fournisse les couches ?» Ce n'était pas obligatoire à l'époque. Ou est-ce que vous préférez qu'on ait une cuisine sur place avec les qualités organoleptiques, le suivi individuel de votre enfant, etc., etc. Et bio. La réponse était unanime, mais on ne s'attendait même pas à ce qu'une crèche nous fournisse les couches de notre enfant, en fait. On s'en fiche, on peut vous en amener 6, 8, 10 par jour qui sont gardés dans le casier individuel de l'enfant. Ça nous va très bien. Évidemment qu'on préfère qu'il mange bio et tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc déjà, on avait un arbitrage de dépenses. Ensuite, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on internalise ou est-ce qu'on externalise ? Et tout simplement, quand on internalise, on chinte la marge de l'intermédiaire, on chinte la marge de celui qui doit faire sa marge sur le même service. Donc, on est plus rentable. Et donc, on arrivait tout simplement, en internalisant, à avoir une meilleure marge. Et mais je reste là-dessus. J'ai d'autres typiquement. Ouais, et tu vas poursuivre, mais le fait d'avoir quelqu'un qui cuisine sur place,
T'imagines que quand le mec le fait pour plein de crèches, il y a des économies d'échelle, etc. Là, t'arrivais à ce que ce soit plus rentable avec une personne à demeure dans les équipes. Oui. Quand on recrutait quelqu'un, qu'on lui disait « vous allez être empowered », empouvoiré en bon français. On va vous monter en compétences. Vous allez pouvoir être auprès des enfants avec un vrai projet pédagogique. Un vrai projet pédagogique. Tout le monde doit faire un projet pédagogique sur un papier, c'est un document. Sinon, on n'a pas l'agrément, on ne peut pas ouvrir une crèche. Par contre, nous, on s'est dit, on ne veut pas qu'un document qu'on va mettre dans un tiroir, on veut le mettre en œuvre. Vraiment. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on avait un succès en recrutement incroyable. Toutes les professionnels voulaient venir travailler dans nos crèches. On leur disait aussi... Ça fait la diff aussi. Immensément. On leur disait aussi, vous allez apprendre. Ça limite le turnover des parents. Et on les formait. Et elles nous disaient, on a un peu peur, on va savoir faire tout ça, et on va vous former, on ne va pas vous lâcher. Et on vous prend le pari que dans moins d'un trimestre, vous serez aux anges. Et c'est ce qui se passait à chaque fois. Nos équipières nous disaient, mais c'est incroyable. Donc moins d'absentéisme, moins de turnover, et donc tu faisais des gains de rentabilité phénoménaux. C'est un mix. Et puis d'autres leviers, mais on pourra en reparler si vous voulez. Rapide, parce qu'après je veux qu'on parle des négos, de la suite, mais très rapidement. C'est toujours ton mix stratégique au marketing. Soit tu vendais un berceau à une entreprise, soit tu le vendais à des parents en direct. En format micro-crèche, tu as la possibilité de faire comme ça. Et la plupart font quasiment que du berceau d'entreprise. La plupart cherchent à maximiser le profit en se disant un berceau gagne plus en entreprise qu'en direct, on prend que des entreprises. Ouais. Sauf que c'est un raisonnement un peu de courte vue, pardon, mais il y a un mix derrière. Si tu attends toujours qu'une entreprise t'achète un berceau, tu prends le risque d'avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois plus de berceaux vides. Bon, quand tu fais ton mix et ton remplissage, sur la durée, on avait beaucoup de parents en direct aussi. J'avais toujours un quota et établissement par établissement, le ratio était optimisé en fonction du test and learn, des data, et à la fin, on cartonnait. Et enfin, on accueillait, et ça c'est ma cam aujourd'hui, pour accompagner aussi les mamans en post-partum, qui, sur le papier, n'ont pas besoin d'une crèche parce qu'elles ne vont pas travailler. En fait, si, elles ont tout à fait besoin. Temps aussi de temps en temps, ne serait-ce qu'une seule fois, pour éviter de sombrer en dépression du postpartum. Une femme sur 5 en dépression du postpartum, et même un homme sur 10, avec ou sans moustache. Eh bien, elles ont besoin de pouvoir laisser leur enfant à un moment dans un endroit sécure où elles ont déjà fait un parcours d'intégration pour pouvoir juste éviter de sombrer en burn-out parental. Et donc, on avait des taux d'emplissage qui étaient d'exception. Et effectivement, c'est un banquier d'affaires, un intermédiaire qui nous a dit « Mais Catherine, vous mentez. » Comment ça, je mens ? Vous mentez. Babylou, c'est le leader du secteur. On est en 2019. Votre chiffre d'affaires au berceau serait supérieur à eux et votre rentabilité aussi. J'y crois pas. C'est ce que je décrivais tout à l'heure hors antenne. C'est juste sortir du raisonnement purement financier. Oui. Voilà. Et ce jour-là, je lui ai dit ça. C'est le numéro de téléphone du comptable. S'il vous plaît, appelez-le. Ce qu'il a fait. Il m'a rappelé le lendemain. Il m'a dit expliquez-moi comment vous avez fait. Justement, d'habitude, on essaie de ne pas passer trop de temps sur les débuts, mais là, moi, le sujet me passionne. C'est combien un berceau ? Parce que j'ai l'impression, en vrai, que c'est un peu à la tête du client, qu'on dit c'est 20 000, c'est 17 000 à l'année, qu'en vrai, tu négocies 3 000 de moins, on dit OK. Enfin, c'est... Alors, Désolé pour tes ex-concurrents, etc. Je me risquerai pas à répondre à ça pour une bonne raison. C'est que j'ai vendu en 2019, nous sommes en 2025. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Les normes de taux d'encadrement ont un peu évolué. Le nombre d'enfants que tu peux mettre dans une micro-crèche a changé. Donc, au-dessus ou en dessous ? Au-dessus. Au-dessus. Et en encadrement ? Le taux d'encadrement a un petit peu varié. La CAF revoit tous les 5 ans aussi les contrats d'objectifs et de gestion. Donc, l'équation économique doit s'être ajustée. Et la rentabilité, tu arrives à l'avoir dès le premier établissement où il faut un minimum ? Oui, dès le premier établissement. Ouais. À partir du moment où je multiplie le nombre d'établissements, si je n'étais pas rentable au premier, je ne ferais que creuser un gros problème. Donc, parce que j'avais entendu qu'à partir de 3, tu avais quand même des coûts de structure qui... Les coûts de structure, non. Après, c'est toute la délicatesse de dire comment tu scales. À 1, tu as des frais de structure, mais qui sont quand même minimes. On est 2 associés, donc tu fais beaucoup. Le siège, c'est nous 2. Et puis, tu fais un deuxième établissement, tu peux mutualiser. Et by design, c'est prévu comme ça dans la réglementation, en fait. Souvent, la directrice, qu'on appelait référente technique dans le jargon, est faite pour être à cheval sur 2 établissements.
Donc là, tu es même mieux au deuxième qu'au premier, mais tu étais déjà rentable au premier. Et puis après, tu te dis combien on en ouvre. Et à un moment, on est passé de 2 à 6 en même temps, pour cette raison. Okay. Voilà. Donc on avait des banquiers très, très partenaires qui nous avaient vu faire et qui avaient dit « Allez, on vous suit à chaque fois ». D'ailleurs, le jour du closing, c'était drôle. Ils nous ont dit « Les filles, quand on a regardé pour préparer l'opération d'aujourd'hui, les cautions personnelles que vous aviez toutes les deux sur vos épaules, on se demande même comment on a réussi à faire ça. » Et oui, parce qu'à chaque fois, on faisait un crédit bancaire en attendant les subventions de la CAF, puisque ce sont des activités sur réglementées. Les épaules Sincèrement, j'ai plus le chiffre en tête, mais imagine-toi 11 locaux, 11 beaux commerciaux, 11 fois des investissements pour faire les travaux, le gros, l'équipement, le mobilier, les jouets, préfinancés du coup par un crédit bancaire, pour faire le levier, pour qu'on puisse aussi aller en ouvrir d'autres. Donc tout ça fois 11, à chaque fois avec une caution personnelle. Pourtant, j'ai bien dormi toutes les nuits. Toutes les nuits de ces 8 années, j'ai bien dormi. Tout à l'heure, tu as dit que vous étiez donné un rendez-vous avec ton associé à 10. Oui. Pourquoi ce chiffre de 10 ? Parce que je comprends les premières métriques dont tu parles, 1, 2, 6, etc. Et pourquoi 10 ? C'était un moment où vous vouliez... c'était un chiffre qui permettait plus de scaler de la même façon. C'était un chiffre très symbolique, un chiffre rond, très simple, une dizaine, tu vois, c'est pas 9, c'est 10, tu arrives au truc du dessus. Okay. On avait rapidement calculé le chiffre d'affaires que ça allait nous générer, la rentabilité qu'on en tirerait, le multiple d'exit, et on s'est dit, si ça se trouve, l'une de nous deux, voire les deux, à ce moment-là, se dira, c'est bon, j'ai envie de partir sur une autre aventure entrepreneuriale. Mais c'était le même métier d'en faire 20, 30, c'était le même métier. C'est le même métier. Après, quand tu scales et à 6, on a commencé à se dire il nous faut des assistantes en fait. Il nous faut des volantes pour faire des remplacements. Il nous faut une coordinatrice pour faire de la qualité, en fait, maintenir le niveau de qualité qu'on avait à 2 établissements, où nous étions toutes les deux vraiment très très près de chacune des collaboratrices, pour que on continue à maintenir ce niveau de qualité. Si c'est ça qui fait notre succès, il faut qu'on le garde. Et donc à chaque fois qu'on scalait, on remettait un niveau intermédiaire en fait. D'accord. C'est-à-dire, formulé autrement, les ressources humaines étaient réellement un actif clé dans la manière dont on a géré. Au-delà de ce qu'on peut entendre parfois, parce qu'on se dit, oui, c'est un peu pipeau, tout ça, machin. Non, c'est réel. C'est réel. On va parler de toute la phase des négos, parce qu'il n'y avait pas qu'un repreneur potentiel. Juste sur toute cette phase de vie de l'entrepreneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais pu partager sur un coup dur, un coup de bluff, que là maintenant, on est après coup, tu peux raconter? Ah ouais, un petit coup de bluff, ouais, je veux bien. Donc on était, tu vois, ça me fait sourire encore. Nous avions choisi le bois de Vincennes pour nous amuser. C'est-à-dire, on va sauter au-delà du périphérique parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence dans Paris. Les prix de l'immobilier sont compliqués. Allez, hop, nous qui étions intramuros à l'époque, on a dit, on fait un pas psychologique, on va de l'autre côté. Et donc, nous avions choisi le 94 pour ouvrir nos crèches. Il y avait 0 concurrent. Tous les autres se battaient de l'autre côté dans le 92. Et nous, on était juste hyper les bienvenus, en fait. Hyper les bienvenus auprès de la PMI, de la CAF et des communes. Donc, 3 autorités de tutelle avec qui tu dois discuter et de qui tu dois obtenir l'accord à chaque ouverture d'établissement. Partenariat très étroit avec eux. Ça s'est très bien passé. Que des super bons professionnels. C'était un régal. Et donc, on s'est implanté à Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, le Perreux-sur-Marne et Vincennes. Plusieurs même à Vincennes. Et puis à Vincennes, on ouvre deux structures dans un même bâtiment qui était un très très grand bailleur social, avec un responsable d'immeuble. Le gardien, la loge était juste à côté. Et puis un jour, ce bailleur social me dit « Vous, Catherine, venez ouvrir une microcrèche à Neuilly-sur-Seine. » À l'époque, je lui dis, écoutez, merci, mais non merci. Il y a un facteur clé de succès quand on est entrepreneur, c'est la facilité de gestion. Mon argument peut vous sembler étrange, mais là, moi, j'ai besoin de rester dans ma grappe. Ma grappe, c'est autour du bois de Vincennes. 1 an et demi durant, il m'a dit, je veux que ce soit vous. Alors, l'histoire, c'est que c'était le gardien de l'immeuble qui parlait de nous en disant, je les ai vus gérer les travaux. Tous les matins, tous les soirs, je vois les parents rentrer, sortir de la crèche. Je vois la mairie qui me parle. Ces nanas-là, elles déchirent. Et pourquoi ils nous voulaient à Neuilly-sur-Seine ? Parce qu'ils avaient réussi à obtenir une maison individuelle
avec une cour de 325 mètres carrés, derrière un front d'immeuble, à 1 minute 20 du métro Sablon, pour ceux qui voient Neuilly-sur-Seine, hyper central, positionnement hyper premium, à un prix de bailleur social. Et ils voulaient que ce soit nous, parce que dans le deal qu'ils avaient signé avec la mairie, ils leur donnaient un certain nombre d'appartements dans le bâtiment sur façade, sur rue, pourvu qu'ils logent une crèche derrière. Mais comme c'était une petite maison, il fallait quelqu'un qui sache gérer des crèches de petite capacité. Et ils nous voulaient, nous. 1 an et demi durant. Donc à la fin, j'ai dit, je vais quand même venir voir votre local. Et quand j'ai vu ce que c'est, je me suis dit, je vais lui dire non. Comme ça, il va baisser son prix encore. Par contre, j'ai vu l'intérêt de la chose. Et donc, on a eu la crèche la plus rentable ever, dans l'emplacement le plus premium que vous puissiez imaginer, quoi. C'est un hôtel particulier ? C'était quasi un hôtel particulier, totalement reconstruit from scratch, qui avait été rasé parce que les autorisations d'urbanisme le requéraient, quoi. Reconstruit brut de béton, on en a fait ce qu'on a voulu. Super cours de récré. Et, génial. C'était une super histoire. Eh ben, well done. On se plonge dans les négos, la décision de vendre, qui seront les repreneurs potentiels. Et on part avec Clara Luciani, La Grenade. Je suis curieux de savoir le pourquoi du choix de ce son. Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la, regarde, sous mon sang la grenade. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la, regarde, sous mon sang la grenade. Sous ton son, regarde quoi ? C'est quoi le message ? Prends garde. Oui, il ne faut pas me la faire à l'envers. Je suis quelqu'un très cerveau gauche, très cerveau droit. Je suis quelqu'un très souriante, mais très solide. Et c'est pas parce que je souris que je ne réfléchis pas. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas tout de suite. Eh ben, on va rentrer. Moi, je veux rien négocier. Hein. Je n'ai rien changé. Et du coup, je vais passer toutes les musiques en option que tu m'avais proposées. Je ne veux pas d'histoire, Catherine. Donc là, donc vous vous retrouvez avec ton associé, parce que vous avez dépassé les 10. Vous êtes à 11. Ouais. Et donc... on s'est parlé, non, même à 10, avant la 11e. Ouais, on a fait d'accord. ce qu'on a dit. C'est bien dans la vie de faire ce qu'on dit. Et puis, elle avait envie de vendre. Super période, elle s'est éclatée, on s'est toutes les deux éclatées. Ça avançait. À chaque fois qu'on ouvrait une crèche, il y avait du succès, on trouvait des locaux. Enfin, franchement, je crois que c'était les 8 années les plus épanouissantes de ma vie. C'était canon. Et puis, moi, j'avais donc jusqu'à envie de maintenant. m'arrêter. Exactement. Jusqu'à la levée de fonds qui est la semaine prochaine. Alors il y a 2 semaines ou 3 parce qu'on diffuse un peu en décalé. D'ailleurs, bravo pour ce signing. C'est ça. Mais je dirais, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Oui, c'est un peu le thème aussi exactement. du podcast. Et du coup, elle avait envie d'arrêter, pas moi. Donc, on a fait un deal. Et on a signé, tout ça. En gros, je lui ai dit, écoute, sors de la valeur travail puisque tu as envie d'arrêter. Tu travailles plus dans la boîte, fais-moi confiance. On signe la manière de faire. Je vais gérer sans toi toute seule. On va faire monter en compétence des gens, on va se réorganiser jusqu'à dans 18 mois, 2 ans, parce que moi, j'ai encore envie d'y goûter un peu à ce trip juste génial. Et donc, elle a accepté, elle m'a fait confiance, on a signé. Elle a fait effectivement ce qu'elle a voulu pendant 18 mois. Elle est allée à la plage, elle a profité de la vie. Et moi, j'ai continué à gérer. Donc, une période, 18 mois, 2 ans, génial aussi. On a fait différemment. On a fait monter en compétence notre bras droit, qui a continué, une femme extraordinaire, à prendre des responsabilités, à les prendre les unes après les autres.
Et puis, au bout de 12 mois, j'ai dit, allez, Ce sera peut-être le moment de là, je vais vendre pour de vendre. bon. Et puis, une Catherine. anecdote, vous allez voir, qui m'a aussi poussée à vendre. Donc, vous avez compris que j'avais mon idée derrière la tête de mon Projet appli d'après. tech. Et puis, ma fille m'a fait un dessin. Ma fille, qui était en CM1 à ce moment-là, d'où l'expression faire un dessin à quelqu'un. Il y avait maman, l'ordinateur, le téléphone, là, derrière l'oreille. Ça, c'était le dessin. Et puis, la légende du dessin, elle avait écrit à côté, avec son joli petit crayon de couleur, « Maman, arrête de travailler et viens jouer avec moi. » Et là, j'ai dit, allez, je pense qu'il est vraiment censé de vendre cette entreprise. Voilà, ce combo de choses qui a donné le là. Donc, je peux aussi remercier ma fille. Pourquoi ? Parce que j'ai vendu 6 mois avant le Covid. Tu aurais pu aussi décider de ce jour-là de lui prendre des cours de dessin. Mais c'est fou à quel point régulièrement les entrepreneurs qu'on reçoit à ce micro de Cash Out nous disent à quel point le sujet des enfants, et que souvent ça venait d'eux, était assez clé parfois dans la décision. Les enfants sont très prescripteurs en Ouais. M&A. C'est... J'étais maman solo. J'ai C'est vécu ça tout ton ça en étant secret, maman Sacha, solo. pour closer. Je fais bosser mes enfants, c'est eux qui me disent un petit peu ce qu'il faut regarder comme dossier. Et des fois, à l'inverse, c'est papa, maman, on veut pas que vous vendiez, c'est chez nous, quoi. Ah bah elle venait de temps en temps dans les crèches, Ouais. parce que moi j'adorais être dans les crèches au contact de mes équipes, des parents et même des petits bouts de chou. Donc de temps en temps elle venait. Elle adorait. C'était Ouais. concret pour elle. Pour elle, le business, c'était concret, c'était fun, ce qui lui a donné envie d'aller dans le business, évidemment, derrière, quoi. Moi, la semaine dernière, ma fille de 6 ans m'a dit, je comprends, comment vous gagnez de l'argent avec les podcasts? On fera ton cash out plus tard. Un jour. Laisse-moi encore 18 mois, 10 ans, au 10e podcast. Allez, on en parle au 10e podcast. Donc, juste, je reviens sur cette négo avec ton associé. Elle se fait de manière assez simple, vous mettez d'accord. C'est quoi? C'est un échange de parts, du coup, pour dire t'es moins opérationnel, donc je reprends une un partie pacte de parts d'associés. ou... Non, elle a accepté de ne pas faire sa plus-value tout de suite. Ok. On n'a pas touché du tout à la cap table. On a Ok. fait un pacte d'associés sur les bases de dorénavant. Tu sors de la valeur travail, tu ne touches donc plus de salaire. Tout ce qu'on ne te verse plus en salaire, on le réinjecte autrement pour payer quelqu'un d'autre, pour pouvoir réorganiser la boîte. Et puis, d'ici 18 mois, 2 ans, on vend. Oui, tu aurais pu te dire, je rachète une partie ou totalité de ces parts. Et c'est pas ce qu'on s'est dit. Ouais. On s'est dit, elle m'a vraiment fait confiance Ouais. pour le coup, c'est à souligner, d'être capable de continuer à créer de la valeur sans abîmer la boîte, quoi. Ouais. Au contraire. Jolie histoire. Carrément. Et ensuite, je me suis dit, finalement, le temps arrive de vendre. Donc, moi, j'avais déjà fait mon deuil, en fait, de cette boîte. Je l'ai fait très progressivement dans ces 18 mois-là. Et puis, merci ma fille, donc. Et puis, à un moment, je me suis dit, ça n'est pas surjoué d'en avoir une qui veut vendre et l'autre pas, c'est réel. Évidemment, on va s'en servir dans la négo. Donc même Et si donc- moi, en vrai, je me suis dit, je vais quand même vendre, je Ouais. garde en tête que... J'étais pas pressée. Ouais. Je ne savais pas que le Covid arrivait. Rappelez-vous, j'ai vendu 6 mois avant. Voilà. Donc, je n'étais pas pressée. J'aurais pu vendre encore 1 an plus tard. J'adorais ce que je faisais. J'avais encore la niaque, l'énergie, le feu sacré, quoi. Donc, j'aurais pu attendre. Et ça change tout, hein. Et du coup, je me suis mis sans intermédiaire, sans leveur de fonds. Après avoir passé ce coup de fil à cet intermédiaire qui m'a donc informé, je l'ignorais, que j'avais les meilleurs ratios du marché fin 2018. Fort de cette information, je me suis dit, on est quand même plutôt pas mal en position de force toutes les deux là, entre le fait que moi je veuille pas vendre et que, on le sait donc, on a vraiment une pépite entre les mains. On a commencé tranquillement à aller voir tous les grands leaders de marché, sans stress, en disant on va peut-être se vendre, mais voilà. On a pris notre temps et puis on a choisi. Tu le fais trop vite là, Catherine. Beaucoup trop vite. Il y a combien de gros acteurs sur le marché? Il y en Moi, avait j'en 5, identifie 4 ou 5. 2, 3. Il y en a 5. 4 ou 5, Ok. ouais. Tu vas parler aux 5. Je vais parler aux 5. Tu les connais déjà tous. Tu trouves des manières de parler aux patrons, patronnes Oui, des uns de des CEO à autres, ouais. CEO à chaque fois, Ouais. ouais, tout à fait. Tu les connaissais déjà ou il y en Je a les où il faut que tu connaissais fasses pas des déjà. chemins Non, ça s'est fait très naturellement. LinkedIn? Tu sais, LinkedIn, quand tu es CEO, que tu parles à un CEO, le chemin, il est direct. Ouais.
Oui, je l'ai déjà Petite vécu. boîte, grand groupe, voilà. Ouais. Et tu vas avec quel message? Tu vois, alors, en plus, quand tu n'es pas déjà en relation, ma chère, tu es limité à 300 caractères sur LinkedIn. C'est quoi les 300 caractères du message qui parle? C'était très court et c'est même passé par téléphone en fait. Ok. Parlons-nous. Voilà. Et donc très rapidement, on s'est parlé au téléphone, puis on est venu de CEO à CEO avec un bras droit. Et puis je leur ai raconté ce qu'on avait dans les mains en fait. Ce concept très innovant, très rentable. L'analyse que j'avais faite que c'était scalable, reproductible par d'autres. Et avez-vous envie de racheter cette entreprise? Alors oui, non. Pour matraquer tout ce qu'on a fait et mettre votre enseigne dessus, ce qui est entendable. Beaucoup rachètent des boîtes en normalisant, en injectant dans un grand groupe parce que post-merger integration, c'est difficile. Ou avez-vous envie, si vous rachetez, de faire fructifier ce concept, en fait? Il y a les 5, tu vois les 5. A priori, il n'y a pas d'autres, comme dans d'autres sujets, d'autres métiers, d'entrepreneurs qu'on a pu voir. Il n'y a pas 10 000 typologies de repreneurs potentiels, c'est que des gros réseaux. Donc, tu vois les 5. Dans chacun de ces rendez-vous, ou calls, mais sur les vrais rendez-vous que tu as fait, est-ce que certains... je les ai tous vus en vrai rendez-vous. Tous vus en vrai. Est-ce que tous te reçoivent en one-to-one? Est-ce que certains font venir, je sais pas, leur directeur du MNS s'ils en ont? Tu vois, déjà, dans la manière dont tu es reçu et par qui, et des sujets qui sont abordés, est-ce que eux te partagent aussi de leur vision? Est-ce que tu sens qu'il y en a qui sont là pour ça? Ou tous ont compris, dès le premier rendez-vous, qu'a priori, c'était ça le sujet? Tous ont compris que c'était ça le sujet. J'ai vu aucun directeur M&A, j'ai vu des directeurs de la stratégie, des bras droits du CEO, mais aucun intermédiaire M&A. On avait vraiment une discussion sur mais comment vous avez fait, Catherine, en fait? C'est vrai que vos adresses, vos emplacements sont juste ultra premium. Vos métriques, ils sont dingues, quoi. Racontez-nous. Et est-ce que au premier rendez-vous, tu sens celui avec lequel tu as envie de dealer? Ouais, j'avais une préférence. Ça n'a pas pu se faire. D'accord. La personne en question m'a dit « J'adorerais racheter ce réseau, mais vu les actionnaires que j'ai, ça passera jamais en conseil la valorisation que tu mérites. » Faire. Il en reste donc 4. Et on va les éliminer un par un. Est-ce qu'il y en a qui disent non? Est-ce qu'il y en a auquel toi, tu dis en fait, je poursuis pas d'intérêt, pas d'envie? On a dit non à personne. On a choisi quand toutes les pistes étaient encore ouvertes, sauf celle que je viens de vous donner. Parce qu'on a vraiment choisi en fait. Et on a choisi sur la base de qui veut reprendre ce réseau pour en faire quelque chose, pour faire une branche un petit peu à part, et puis faire peut-être une sous-marque dans le cadre d'un groupe avec tous les gros établissements de crèche qui marchent de telle ou telle manière. Puis voilà, on lance une autre marque d'établissement plus petit, plus premium. Voilà. Sûr, et le développer comme tu l'avais pensé. Exactement. Sur les 4, combien avaient potentiellement cette stratégie? Seulement People and Baby. C'est ceux qui nous l'ont vraiment montré. C'est-à-dire qu'on s'est engagé, même avant signature de la LOI, dans des réunions de travail concrètes, en descendant de plus en plus dans leur hiérarchie, vers des responsables opérationnels qui prenaient des notes sur ce qu'on faisait, etc., etc. Réfléchissant à est-ce qu'on veut vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment faisable? Comment on s'organiserait-ci, etc., etc. Dans tous ces échanges, et ensuite on se concentrera sur le repreneur final, est-ce qu'il y a des rendez-vous un peu plus what the fuck où t'es là, non, je leur dis peut-être pas non, mais en vrai... Il y avait des boîtes plus ou moins grosses, il y avait des boîtes avec des fonds d'investissement, d'autres types d'actionnariat. Non, tout le monde était intéressé par ce qu'on avait raconté. Ouais. On avait vraiment un positionnement différenciant, quoi, pour de vrai. Après, c'était une question de valo, vraiment. C'est la difficulté quand tu as des bons ratios. Ouais. Ça coûte cher. Et il y a des rationnels derrière. Donc... Il y en a quand même plusieurs qui se positionnent en affichant une proposition chiffrée. Oui. Et donc, dans
Tu vois, si on peut mettre des échelles. Alors, Ah bah, on n'a pas le chiffre final, mais Très c'est quoi? clairement, C'est du simple au double, c'est du simple au triple, ça se joue à très, 2 millions. très très clairement à la fin, on avait déjà pré-choisi le repreneur qui finalement a remporté la mise, qui m'ont convaincu parce que vraiment on avait Le des projet. échanges sur le projet. Et puis nous avons reçu une proposition très très claire et très chiffrée que nous avions là dans les mains. Et à un moment donné, il a fallu surenchérir, quoi. Et on était déjà tellement engagés dans ces réunions-là qu'ils ont surenchéri. Et moi, j'ai dit, ils vont vraiment prendre le concept et le développer. Allez, go, on y va. Mais il est vrai que l'offre de l'autre, ça marche toujours bien, hein, surtout quand c'est réel et que tu te dis, là encore, j'ai un vrai choix. Donc, j'ai le vrai pouvoir du non. En fait, c'est vraiment ça. Si je devais faire un résumé, finalement, je me rends compte que j'avais le vrai pouvoir du oui et le vrai pouvoir du non. Le up dans la renégo du prix, ça représente quoi? Là, ça, par contre, tu peux peut-être le partager parce qu'on ne sait pas le point de départ ni le point d'arrivée. C'est quoi? Le prix était pas... Il n'y a pas eu de renégo à ce moment-là. Le prix était cadré dans une fourchette. Et voilà, au moment où on aurait vraiment pu partir à gauche, il s'est mis plutôt en haut de la fourchette. Voilà. Okay. Vous allez, tu le disais, et je crois que tu as aussi choisi, tu l'as dit au départ, ce titre, La Grenade, parce qu'il faut pas déconner, t'es une grosse négociatrice. Mais attention, ça reste dur, il faut rester humble aussi. Hein. Évidemment. Les montagnes russes comme ça, tu te prends la tête, t'es crevé, parfois tu te lèves le matin, c'est ce que je disais au tout début de ce podcast, des saccades de journée, tu te dis, hop là, je me redresse, je remets le pied par terre. Tiens, ça me fait penser à ce film où tu revis toujours la même journée, là. Les années 80, vous voyez, avec Andy McDowell et il est génial cet acteur. Michael Keaton. Merci. Oui. Et tu te dis mais ça va jamais terminer, quoi. Tu vois, non, c'est le mec de Ghostbusters, c'est pas Michael Keaton. Oui, c'est le mec de Ghostbusters. Non, Michael Keaton, c'est Batman. Non, mais c'est Michael Keaton qui joue dans ce film, non? Pas du tout, Ah bon? c'est vas-y. Attends, mon meilleur ami Google. J'essaie de le trouver avant que tu le trouves. C'est l'autre Beckman dans Ghostbusters. Ah ouais. On aime beaucoup la musique, on aime beaucoup aussi les films entre les années 70 et... Bill Murray. Bill Murray, évidemment. Le jour de la marmotte. Salut les campeurs et au Lakers. C'est ça, j'ai vécu le jour de la marmotte plusieurs fois, tu vois, à me dire, mais c'est pas vrai, allez, il faut encore se lever. Avec un autre film, oui. Pardon. Et donc, c'est pas parce que t'es bon négociateur que c'est facile. Faut rester humble et j'ai envie de dire, virgule, évidemment. Parenthèse, Catherine, moi je t'ai confondu avec un acteur, Sacha. Pardon. T'es un acteur du M&A, c'est déjà pas mal. Et plus moderne. Excuse-moi Catherine, je ne pouvais pas m'empêcher de répondre à Sacha. Je reviens donc sur toute cette phase. Vous décidez de partir avec People and Baby, mais là c'est qu'un projet. C'était une LOI, mais il va falloir aller au bout. Et dans toute cette phase, là encore, il y a plein de sujets qui se négocient. On rentre dans les papiers, on rentre dans les détails, on rentre dans la tech quand il y a de la tech. Donc, souvent, c'est ce moment-là où, et c'est ce qui est intéressant aussi pour les auditeurs qui peuvent être amenés avant de leur boîte, c'est quels sont les points d'accroche qui se négocient, sur lesquels des fois on lâche, sur lesquels des fois on décide, quoi qu'il, de tenir bon. C'est quoi les grands thèmes ou les grands moments clés là, de toute cette phase de négo que vous allez entamer? Ça s'est fait en 3 temps. LOI, novembre. Signing, janvier, closing, avril. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les... Et LOI, au moment où la LOI se formalise, nous étions déjà d'accord sur l'essentiel. Le prix, bien évidemment. Le projet que tu évoquais. Le projet, la garantie de passif, oui, non, comment. Combien? Garantie de consistance d'actifs. La garantie de consistance d'actifs. C'est quoi? Est-ce que les actifs que l'on dit que l'on a sont vraiment réels, tangibles, etc. Et garantie de passif, c'est si jamais il y a un loup caché, est-ce que et combien à quelle hauteur tu dois, le cédant doit réindemniser celui qui a racheté, quoi. Le premier, j'ai rarement entendu, c'est pour ça.
Quand se fait le paiement? Est-ce qu'il se fait en une seule fois, en plusieurs fois? Si oui, sur quels critères? Est-ce qu'il y a un earn-out? Oui, non. Est-ce qu'il y a une continuation de la dirigeante? Il n'y a plus que moi qui était dans les opérations. Si oui, dans quelles conditions? Combien de temps? Enfin, voilà, des paramètres, il y en a en réalité beaucoup. Et donc tout ça, on l'avait déjà acté à l'oral au moment de la LOI, écrit de manière très sommaire dans une LOI. Évidemment. Et puis, dès le lendemain des vacances de Noël, nous nous attelons à la tâche et nous signons le signing. Donc moi, j'avais quelques conditions. Attends, entre les deux, tu m'as dit combien de temps? Le LOI fin novembre, les vacances de Noël sont arrivées très vite. Nous, on a beaucoup de travail dans les crèches juste avant Noël, parce qu'on avait un vrai projet pédagogique. et du coup, le signing arrive très vite en janvier. Beaucoup d'heures passées pour vraiment affiner le wording, le juridique, très, très juridique. Et puis celui du closing. Le texte était déjà prêt du closing, puisqu'il y avait des accords sine qua non très, très clairs, explicites. Donc, tout était cadré déjà le jour du signing en janvier. Et le closing, normalement, aurait dû... dérouler dans la foulée. Oui. Tu as toujours une phase de due diligence, évidemment. Et puis surtout, c'est moi qui avais demandé à ne pas vendre avant avril. D'accord. Ça faisait partie de mes demandes. D'accord. Pour pouvoir vraiment clôturer comptablement, au propre, verrouiller tout l'exercice comptable, rendre la copie... figée, rendre la copie figée, quoi qu'il arrive, la compta, y compris informatiquement, que tout soit vraiment cadré. Là-dessus, donc du coup, au closing, est-ce qu'il y a des choses qui restent entre crochets? Est-ce qu'il y a des chiffres, des atterrissages sur la fin de l'année comptable qui doivent ajuster la valorisation ou ajuster certains agrégats du deal? Non, on n'avait pas fonctionné comme ça. On s'était déjà mis d'accord sur une valo en valeur absolue qui était la bonne. De toute façon, on avait l'atterrissage qu'on connaissait, parce que c'est quand même assez prévisible sur une année scolaire. Et puis, on avait des datas qui nous montraient que la partie variable, elle serait dans ces clous-là, ce qu'on a effectivement atteint. Non, il y a juste eu une grenade que j'étais donc prête à dégoupiller, parce que, de manière très étonnante, au dernier moment, il y a un lutin qui surgit d'un tiroir, dis donc. Avec un stylo. Si je comprends, en fait, et puis c'est parfois le jeu de la négo, il y a des points qui te semblaient acquis, ou pour eux peut-être, et qui, sur le papier, là, sont plus celles qui étaient projetées. C'est ça. C'est ça. Et comme je disais, ça arrive souvent en vrai dans ce genre de deal. Donc, le souvent, c'est mis en œuvre aussi ici. Et donc, c'est là, tu me demandais tout à l'heure, avocat, pas avocat, etc. Bon, là où on était parti seul au départ, et jusque-là, on y arrivait bien, là, j'ai dit, non, en fait, on va prendre un avocat. Un avocat vraiment très costaud, très, très, très aguerri, très... Voilà. Et puis, on va le payer. Allez, c'est parti. Oui, c'est mieux. Voilà, mais qui n'était pas le même avocat qu'on avait pour le quotidien, signing. Le quotidien, ni pour le signing. Ah oui, tu t'es dit, là, il faut qu'on monte d'un cran pour se baquer au max. C'est ça. Là, ça. Tu vas aussi chercher, c'est venu assez spontanément, donc moi j'ai fait HEC, toute la communauté des anciens HEC, entrepreneurs, repreneurs. Ça aide. Ah ouais, ça aide. Ouais. Très clairement. C'est quoi, bouteille à la mer, j'ai besoin de quelqu'un dans les 24 heures. Ça s'est fait assez naturellement. Et donc, un ancien HEC qui s'est mis très spontanément à m'appeler 3, 4, 6 fois par jour, tous les jours, entre ce fameux mois de janvier et ce fameux mois d'avril, entre le signing et le closing. Et donc, j'avais un espèce de shadow CEO. C'était le shadow CEO de cette session, quoi. Qui est devenu mon mec 3 ans plus tars. Pas tout de suite. Alors, sur les appels, il y en avait combien? Ça a pris 3 ans, mais 3 ans et demi. C'était la proportion d'appels qui était purement professionnelle. Et c'est encore le shadow CEO de ma boîte, comme je suis le shadow CEO de la sienne. Je réponds quand même à ta question. Oui, je suis sûre. Ça me paraissait évident, sinon je n'aurais pas posé comme ça. Mais tu as une espèce de... Tu as besoin d'un sparring partner, tu as besoin de... Enfin, moi, ça a été, je sais pas, un pilier, en fait. Tu as besoin de quelqu'un qui fait le même métier que toi, il est entrepreneur aussi, donc il sait, qui a vécu des coups durs aussi, qui connaît des avocats, qui a déjà vécu des levées, pour le coup, lui, des très, très grosses levées internationales.
Et c'est là que tu vas aussi tenir ta solidité, en fait. C'est-à-dire, quand tu l'as, il faut l'avoir, sinon ça ne suffit pas d'avoir un pilier extérieur. Mais quand tu as toi-même un pilier intérieur et que tu peux sentir le pilier à côté qui 6 fois par jour t'appelle, je ne le connaissais pas au mois de janvier à l'époque, et te dit « Tu tiens, t'es la meilleure, tu lâcheras rien !» Tu fais « Yes !» Mais, et avec qui tu peux parler d'éléments très très concrets, quoi. Tu rentres dans le fond du dossier. c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'au moment où Sacha te posait la question, moi je voulais aller sur ce moment-là, la gestion avec ton associé historique, et qui, comme tu l'as dit, bon, elle était plutôt vendeuse, et le plus tôt étant a priori le mieux pour rester à la plage encore un peu plus longtemps. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, et ça je pense que tu peux le partager aussi, il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, elle te dit lâche là-dessus, Catherine, on s'en fout. Oui. Je pense qu'elle aurait accepté une valo même inférieure. Je pense que dans les quelques mois qui précédaient, quand on faisait la tournée, mais en prenant notre temps, surtout pas en mode roadshow, en y allant vite, c'était volontaire, parce que je voulais surtout pas envoyer le signal qu'on voulait vendre vite et qu'on était dans l'urgence. Elle aurait voulu que ça se passe plus vite. Donc ça faisait donc 18 mois que... C'est marrant parce que t'en as qui ont la stratégie, c'est en mode... Mais non, mais moi je ne voulais pas vendre, rappelez-vous. Et à chaque fois qu'on arrivait, c'était bon, on a ça dans les mains, il y en a une qui veut vendre, l'autre pas vendre, mais en plus c'était réel. Sauf que tu l'as compris, j'en étais venue. C'est-à-dire que sur cette histoire d'exit, c'est très, très dans le ressenti pour partager ça avec vous. À partir du moment où tu entrouvres à peine la porte, mais à peine, un ongle de la possibilité que peut-être tu pourrais vendre, ça trotte. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc quand elle m'a dit, moi je veux vendre... Tu parles pour toi ou vis-à-vis de l'extérieur ? Non, pour moi. Pour toi. Le cheminement intérieur de l'entrepreneur qui a monté sa boîte, qui s'éclate, en admettant que tu n'aies pas d'urgence de vente, voilà, si tu as le choix. Moi, la première fois, quand elle m'a dit, moi je veux vendre, je voulais vraiment pas vendre. Donc, j'ai même pas exploré en pensée une seule seconde. C'était sûr, je ne suis pas vendeuse, point. Mais tu vois, 1 an plus tard, quand je me suis dit, quand ma fille m'a fait ce dessin, etc., là, tu dis, je vais explorer en pensée, et si je vends, il se passe quoi ? Là, tout la boîte. Ça se transforme tout de suite à, tiens, et si je vendais ? Et là, tu as une fourchette spatio-temporelle nouvelle qui s'ouvre et tu montes à bord d'une nouvelle aventure et tu fais et je crois vraiment que c'est déjà fait la vente à ce moment-là, tu vois. J'ai une phrase qui me vient, c'est dans la vie va là où tu mets ton énergie. Et donc, si tu commences même trop sérieusement à envisager un plan B, c'est le plan B qui se réalise en fait. Et pareil, quand tu dis, tiens, et si je vendais, ça te happe en fait, ça t'appelle. Et donc tu y vas, tu vends. Il y aurait débat parce qu'en fait c'est plutôt que ce plan qui était B, C, D devient en fait le plan A. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc oui, on s'est frité aussi avec mon associé parce qu'à un moment, viens, on vend, non, on vend pas. Non, mais elle est bien. Tu fais chier, Catherine. Elle est bien cette offre. C'est déjà vachement bien. Regarde tout ce qu'on a fait. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais regarde nos métriques. Attends, il n'y a pas de raison. Et tu sentais que les repreneurs étaient peut-être moins là aussi dans les négos, mais c'est le coup de on va plutôt essayer de séduire celle qui est vendeuse pour l'inciter à convaincre son associé. Oui, c'est arrivé, je te confirme, c'est arrivé. Bah oui, forcément. C'est quoi, c'est des appels en off Je parle pas forcément avec le repreneur final, mais oui. Des appels en off, tiens, est-ce qu'on peut bouger par ici, par là ? Si ça marche pas sur Catherine, ça marchera sur l'autre. Comme des enfants avec les parents pour savoir si tu peux regarder ton film interdit au moins de 12 ans. Tu demandes à papa, c'est non, tu demandes à maman. Voilà, encore une fois, rien d'anormal. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont... Parfois, je me dis que c'est du théâtre, en fait. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, des levées, des sessions, des négos de manière générale. C'est beaucoup de la posture. C'est beaucoup du théâtre, donc c'est normal. Il faut jouer, il faut tenter, t'as un échiquier, t'as des pions, des caractères principaux, et voilà. Mais oui, je vous confirme, parfois ça a été tendu, mais quand tu dialogues, quand tu sais de quoi tu parles, que tu mets du rationnel aussi, à un moment, c'est le rationnel qui gagne. Mais ça n'empêche pas que, comme tout le monde, on poursuit dans les... Et puis tu gagnes pas sur tout. Tu vois, tout le monde gagne un peu, tout le monde lâche un peu. Et à la fin, c'est ce qui est arrivé pour toutes les parties prenantes d'ailleurs. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Et on passe à la suite. Si tu le veux bien, je cours même vers la prochaine
Rubrique la vie d'après. Donc, on fait la petite ellipse. Ça y est, t'as vendu, signing, closing. T'avais validé un earn-out? Pas d'earn-out. Pas d'earn-out. Un accompagnement. De combien de temps? 6 mois. Oh, rapide. Hyper rapide. Ok, c'est pas la même tension. Bah, on va... Jusqu'à la fin de l'année scolaire, parce que le métier de crèche a une certaine logique jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ok. Et ben, on part avec Ben Mazué pour parler de ça. Yes. Quand je marche. Elle est super cette musique. Ah, par contre, j'aurais peut-être pu avancer. Alors, attends, tu sais quoi? Hop, désolé pour... Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins. Demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins. Faut Qu'ils que fassent je des sache ce qu'ils dessins. seront prévus. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les 4. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour. Merci de ce podcast et du pouvoir de la musique. Là, je sais pas si tu voyais le sourire que j'avais Ça embarque. Hein. à me replonger dedans. C'est trop bon. Et Merci. bah, ça fait partie de l'exercice. Ça, mais Ouais. on embarque à chaque fois en fait. Hein. Nous aussi, Nous aussi. ça nous embarque. La question, parce que tu vois, je sais que ça faisait partie d'ailleurs des musiques que tu nous avais mis en option. En l'occurrence, c'était Eminem, Lose Yourself. Et des fois, le symbole, la symbolique qui est derrière, propre à chacun, chacune. Donc, nous, on se fait nos histoires et puis après, on vous écoute. Et ce qui est intéressant, c'est les choix, les pourquoi. Est-ce que ça provoque chez toi, là, tu me dis le sourire. Ah ouais, incroyable. La joie pure, en fait, le soulagement, l'accomplissement. Tu vois, après la saccade de ta to-do list, plus ou moins rapide, plus ou moins infernale, qui te laisse peu de temps pour rien, tu dois penser à tout. J'étais maman solo, hein, moi, pendant, sur les 8 ans qu'a duré cette aventure entrepreneuriale des crèches, j'étais maman solo pendant 6 ans. Ok. Donc, tu vois, entrepreneur, maman solo, enfin, tu vois, ça t'en rajoute. Ouais. Et donc, t'es multitâche. Le mot est un Une fois que tu as euphémisme. réussi à faire ça, en fait, tu peux tout faire. Hein. Ouais, et ça marche. Et en plus, vraiment, je le disais tout à l'heure, j'étais Ouais. épanouie, ça allait bien. Enfin, tu sais, c'est une espèce de spirale du succès. Quand tu l'as, tu veux pas vendre, tu vois. Ouais. Donc, tu prends un vrai risque de dire, je vais changer de dynamique. Tu vois, Alors que, ouais, j'ai un truc qui tu sais ce que tu tourne, lâches, ouais, ouais. tu sais jamais, tu sais pas ce ouais. que tu vas avoir. Et donc, pour revenir à cette chanson, t'as tout un tas de choses. Tu penses à tout, des choses d'urgence, des choses de long terme, des machins, des vacances, du boulot, tes enfants, tu machin. Et d'un coup, foum, tu viens de cranter pour ta fille qui t'a quand même largement suggéré, voire carrément demandé d'arrêter de travailler pour venir jouer avec elle. Tu viens de te dire, allez, je vends attends, ça. Juste pour l'anecdote, donc tu arrives, tu dis maintenant on peut jouer. Ouais. Elle te dit, oh, maman. Elle sait que j'ai vendu mes crèches pour 2 raisons. Ouais. Elle, et pour pouvoir monter BioMy, donc l'application pour accompagner les futurs et jeunes parents de moins de à plus 6 ans. C'est-à-dire ce qu'on a fait dans les crèches, le faire pour tous les parents du monde demain grâce à la magie de la tech. Et ça, elle le sait puissamment, en fait. Elle, ton nouveau projet, il y a Ouais. une troisième raison que tu as oublié volontairement ou involontairement. C'est toi. C'est moi. Ouais. Pourquoi tu l'as tu pas me fait dis pour ça toi. Ah bah, of course, darling. C'est un épanouissement pro, perso, etc. Mais moi, de toute façon, je crois que je suis entrepreneur multirécidiviste. Je ne vous l'ai pas dit, mais entre-temps, en 2018, donc pendant que j'étais en train de commencer un roadshow tranquillement pour revendre les crèches, et que j'étais toujours à la tête du coup de ce réseau en ayant réorganisé la manière de le diriger, j'ai monté des gîtes, un petit
concept un peu innovant, touristique en Provence. Pour les enfants entre 0 mois et 2. non, un vrai site. On n'est pas là pour pitcher le projet, sinon on est reparti pour un tour, mais j'aime bien innover, j'aime bien faire des trucs nouveaux. Et donc, en plus de tout ça, en 2018-2019, j'étais en train d'acheter les gîtes, de faire le concept, de le marketer, de faire les travaux, etc., etc. Donc, pour revenir à cette musique-là, tu vois, j'avais des tas de post-it dans ma tête chaque jour en permanence. Et d'un coup, tu fais stop. Et là, tu fais waouh. Et donc, c'est comme si tu enlevais, les boulets que tu avais aux 2 jambes et qu'on te rajoutait des ailes, en fait. La liberté. Ah ouais, la liberté. T'as plus de fardeau, ça t'aspire vers le haut parce que t'as de la bande passante. On t'enlève le stress. C'était quand même des montagnes russes de dingo. Ouais. Toute cette négociation, la recherche de repreneurs, toujours tenir tes métriques, parce que juste, t'as valo le mérite, mais t'as des métriques qui sont tellement ouf que c'est paradoxal, c'est un problème de riche, mais c'était vachement dur quand même de pouvoir réussir à vendre dans des zones de prix décorrélées de tous les autres. C'est pas simple, hein. Et puis en étant 2, en n'ayant pas la même dynamique de raisonnement, et puis tout ça. Donc d'un coup, tu t'arrêtes, t'es comme aspiré en fait. C'est comme le base, c'est pas le base jump, c'est l'inverse. C'est l'espèce d'élastique, on te lâche et d'un coup, tu montes. Quoi. C'était vraiment ça. Et là, je me dis, waouh, ok. Attends, donc ma fille Catherine. en CM2 maintenant, eh ben ouais, je vais aller la chercher à l'école. Elle est encore en primaire. Canon, on a encore 1 année pour profiter. Donc, je suis allée la chercher à la sortie de l'école. On faisait même des avions en papier parfois. Elle avait le smile jusque-là. Mon Dieu, que c'était bon. Génial. Et puis après, le Covid est arrivé. Mais écoute, c'était juste parfait pour nous. Pardon pour tous ceux qui ont galéré dans cette période. Et j'en connais beaucoup malheureusement. Mais on était toutes les 2. J'étais libre. J'avais du temps. Elle avait du temps. Bon, on a vraiment pleinement profité du coup de ce temps ensemble, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Il y a 2 moments dans ma vie où j'ai fait des choix assez radicaux professionnels, c'est-à-dire celui de ne pas travailler. C'est quand elle est née, à cheval entre la grossesse où je voulais déjà pleinement prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin d'elle, et sa première année de vie. Alors, HEC, 8 ans d'AT Kearney, conseil en stratégie et tout. J'avais tous mes potes à l'époque qui me disaient « Catherine, t'es folle, ton Tu CV, vas rater ta le carrière, train. Ouais. fais pas ça, c'est suicidaire. » J'ai dit non. Pour moi, la maternité, être parent, ça veut vraiment dire quelque chose. Vous voyez mes choix de carrière et d'entrepreneuriat. Ça doit te parler je un m'offre peu. ce temps. Ouais. Bon, alors, je n'ai pas rien fait. Je suis allée à la fac de médecine me former en prévention santé en cours du week-end. Mais pour moi, c'était du loisir. Et puis là, les 2 années entre 2019 et 2021, en fait, où j'ai vraiment pris du temps pour moi et pour ma fille, en étant pleinement maman. Ce qui est, Et en préparant mon business d'à côté quand même, en faisant mon benchmark international. Toujours. Mais toujours dans le plaisir. Ouais. Ce qui est assez chouette là, à t'entendre, c'est que cette phase-là, alors est-ce que c'est lié au fait que tu avais 6 mois d'accompagnement d'ailleurs, je pense déjà à l'après. Je suis déjà sur le coup d'après. Mais après la vente, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont une sorte de sentiment de vide. Oui, justement, t'es désœuvré en fait. L'agenda qui est plus rempli, mais des fois c'est une perte de statut social quand tu ne t'identifies parfois qu'à ta boîte, parce que tu as tout donné. D'ailleurs, tu as tellement tout donné que tu n'allais jamais chercher ta fille à l'école. Alors j'exagère peut-être un peu. Hein. Mais toi... En fait, j'avais déjà fait mon deuil, tu vois. Excuse-moi de te couper. Tu t'y étais préparé ? Ou même pas Oui. Parce que j'ai tellement pris mon temps. Quand on a signé le pacte d'associés en cours de route avec mon associé, qu'elle a donc arrêté de co-diriger cette boîte, c'était donc 18 mois et quelques avant, je m'y suis préparée. Et donc, j'ai eu tout ce temps-là pour faire mon deuil. C'était vraiment un deuil. Hein. J'adorais cette boîte, j'adorais ce qu'on était en train de faire. Et donc, quand tu fais ton deuil progressivement, au moment où tu lâches, ça y est, tout est fait. L'inconfort, je sais pas, la déception, le regret, en fait, le machin est déjà digéré. Tout ce temps où t'as plus ton associé à côté de toi, plus le temps des discussions, la latence entre le signing et le closing, etc. Au fur et à mesure, ça t'a préparé finalement à tout ça. C'est ça. Ouais. Et à la fin, tu vois, cette gradation, c'était devenu tellement intense, tellement insupportable, même dans les tout derniers temps, parce que tu dors pas, tu dis... Parfois, tu as envie de faire
Et tu te remets encore de derrière ton ordi et tu recommences et tu machin. Ouais. Et au moment où tu fais ah, ça y est, la ligne d'arrivée, je l'ai, tu vois, t'es épuisé, mais t'as rien donné lâché. la valise avec les clés, les dossiers. Voilà, que tu vois le montant qui arrive enfin sur le compte bancaire, tu fais ok, je m'étais prêt. Ça c'est fort aussi. Hein. Tu sais, tu l'as, le chiffre, ça fait des mois que tu l'as en tête, tu le connais, tu l'as signé sur je sais pas combien d'exemplaires de contrat, mais le jour où tu ouvres ton appli bancaire et tu regardes ton compte, et là tu fais ah quand même. Voilà, c'est là, moi qui ai fait ça. t'as un petit flush, on voilà, pose souvent la question, exactement. Merci on pose souvent la question et on nous le dit pas forcément toujours. C'est assez intéressant. Ouais. Mais si, bien sûr que si. Et c'est le fameux c'est moi qui ai fait ça. C'est le reward de tout un travail, de renoncement. Exactement. Enfin là, tu peux te refaire tout le film que. Exactement. Alors j'ai quand même eu deux phases, deux trucs à te dire là qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que j'ai eu une phase où j'étais allergique à mon ordinateur, quand même, il faut le savoir. Après Ah ouais. Ah vraiment, ça n'a pas duré trop longtemps, mais moi, c'est ce qui me venait. J'étais allergique à l'ordinateur. C'est-à-dire que même pour m'asseoir pour des trucs tout à fait perso, des trucs de la vie courante, j'en sais rien, s'occuper des trucs de la CAF, de machin, whatever, je ne pouvais plus. M'asseoir à cette chaise-là, derrière cet ordinateur-là, pendant quelques mois, c'était « Ah, je peux pas. Ah ouais. Je peux pas. » Allergique. Il y avait eu trop d'intensité là, dans les quelques dernières semaines. Il fallait plus m'en parler. Et le deuxième truc? Et puis après, c'est revenu, tu vois, voilà. Et le deuxième truc, c'est que j'ai pas voulu lâcher mes collaboratrices comme ça, en fait. Donc, les 6 derniers mois, c'était tout faire pour qu'elles comprennent leur valeur, en fait, à elles, pour pas qu'elles se laissent abîmer. C'est le mot qui me vient, voilà. Ce qui, en plus, c'était un très bon plan pour les acquéreurs, puisque d'un point de vue RH, c'est un travail formidable que tu as fait, du coup. C'est ça. Qui finalement n'a pas été repris pleinement. Et puis finalement, mais là c'est pareil, comme souvent. Ouais. Et je le sais parce que moi chez Kearney, donc 8 ans dans le conseil en stratégie, on nous appelait souvent pour des post-merger integration. C'est-à-dire tu avais des plans de synergie qu'on faisait d'ailleurs aussi pour des fonds d'investissement. Et puis après, on venait nous voir après les fusions en disant on avait dessiné un plan de synergie. En fait, c'est plus dur que prévu d'arriver à le mettre en œuvre. Ouais. Donc c'est un sujet connu dans les boîtes, les grosses, les petites. Ouais. Et puis donc ils l'ont fait plus ou moins. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai tenu mes salariés pendant les 6 derniers mois. Certaines m'ont dit tu nous abandonnes. Okay, voilà, c'était ma question, c'est l'annonce et la réaction. Dur, sacrément dur. On l'avait dit déjà à nos bras droits, elles le savaient. Il y a eu des pleurs, beaucoup de pleurs. Réciproques, c'était... Ouais. Allez, pleurons tous, ça ira mieux après. Vraie aventure humaine, vraie aventure entrepreneuriale. On a avancé ensemble, on pleure ensemble. On a recruté des gens 8 ans avant, on en avait encore beaucoup, qui étaient là dès la première crèche, qui nous ont fait confiance, qui nous ont cru, qui étaient encore là. Et elles s'en vont, ça va plus être la même chose. Ouais, on va pas vous mentir, ça va plus être la même chose en fait. Donc dur. Des collaboratrices qui m'ont dit alors surtout vous culpabilisez pas, on sait que vous n'êtes pas en train de nous abandonner. Et ce mot-là est venu en premier comme ça par notre noyau dur qui nous a dit pas de culpabilité, on sait que vous nous abandonnez pas. En gros, c'est pas de votre faute. Et puis d'autres au contraire, vous nous abandonnez en fait. Et donc on en a beaucoup parlé avec mon associé de ça, même avant d'enclencher la session. Et bien sûr que tu culpabilises. Et puis après, tu rationalises. Je me suis dit, attends, combien on a eu? On a fait des décomptes. Combien de collaborateurs on a eu quand tu fais toute la séquence, en fait? Certains sont restés, certains sont partis, etc. Bon, plusieurs centaines. 151, pour être exact. Ça, je m'en souviens très bien. Ok. Donc, on a permis à 151 cellules familiales d'avoir un jour un salaire qui rentre. C'est vachement bien. On n'est quand même que 2 nanas. Et à 2 nanas, on a réussi à permettre à 151 cellules familiales, à un moment ou à un autre, d'avoir de l'argent qui rentre au foyer. C'est OK, en fait. On n'a pas à être coupable de quoi que ce soit. Et on s'est beaucoup travaillé sur ce sujet-là, en fait. Le sujet de la culpabilité de vendre. OK, combien d'enfants on a accompagnés? Combien de papas et de mamans on a accompagnés? Ouais, OK. Encore une fois, on n'est que 2. Et tout ça ne serait pas arrivé sans Taniac, sans la mienne. Finalement, c'est OK. On a le droit. Et puis après, il y a les parents des enfants qui sont encore là.
pareil, même chose, c'est Catherine, merci beaucoup, c'était génial. Bon, ça va pas être pareil du tout. On a compris que là, ça va pas être pareil du tout. C'est un grand groupe, mais c'était vraiment génial. Merci pour ces années, parce que parfois, il y avait des parents qui étaient fidèles, qui étaient à leur 2e enfant. Donc, qui avaient déjà fait le parcours des 3 ans, et puis d'autres qui nous disaient, mais vous n'avez pas le droit de vous en aller comme ça, encore d'année scolaire, au secours, quoi. Et puis, on m'a même appelé après. Hein. Ouais. On m'a même appelé pendant... Les parents pendant 2 ans encore, ouais. Ah ouais. Ça, c'est du vrai SAV, ça. On sait que vous n'êtes plus là, on sait que vous pouvez rien faire, mais vous pouvez pas quand même faire quelque chose. Voilà. Il y a un autre point qui m'est venu, c'est quand tu as dit j'avais fait mon deuil. Ce sera ma dernière question sur cette partie-là. Quand aujourd'hui, et je repense aux échanges qu'on avait eus, Sacha, avec Jean-Émile de Pixmania, sur le rapport à la marque. Est-ce que la marque existe encore ? Du tout. Donc, voilà, ça, j'affine ma question. Quand tu passes devant un des emplacements où il y avait ta boîte, son nom, etc., la pancarte, la fille, tu passes devant que c'est plus ça. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est plus facile, selon toi, que si ça y était encore, mais que c'était plus chez toi ? J'aimerais que cette marque existe encore. Et que ce concept existe encore parce que les deux n'existent plus. La marque voulait dire quelque chose, hein, c'était dérivé du grec ancien, Edoulia, qu'on a transformé en Eduloa, qui voulait dire idylle. Alors on n'était évidemment pas dans le champ de l'idylle amoureuse, mais il y avait une utopie sociale à l'époque des relations humaines et sociales, donc basées sur l'harmonie et la confiance. Et donc, on s'était fait un petit set de valeurs qui étaient vraiment mises en œuvre. On gérait les RH avec ça. Tout ce qui se passait dans la relation avec les clients et les enfants, pareil, ça marchait vraiment bien. Donc, j'aurais aimé que cette marque subsiste, mais ça, on savait qu'ils ne la garderaient pas. C'était explicité dès le départ, donc pas de déception, quoi, voilà. Le concept, finalement, comme je l'ai dit, n'a pas été dupliqué, donc dommage. Au final, pareil, comme souvent... une bonne partie de l'équipe n'est finalement pas restée, tu vois. Comme quoi, dans les sessions, souvent. Il arrive souvent la même chose. Et ça, tu te dis, voilà, il faut s'accrocher très très fort au fait de, attends, on revient toujours. Combien de collaborateurs on a fait croître, on a permis d'avoir un salaire, combien de parents on a accompagné. Mais c'est vrai que ça reste difficile, en fait. Et quand tu passes devant, que tu vois une autre marque, tu fais bon, c'est pas grave, c'est encore là. Et puis tu vois, là, on fait ce podcast en 2025, c'est arrivé en 2019, donc il y a un paquet de choses qui se sont passées entre-temps. Et du coup, il y a même des crèches qui n'existent plus, qu'ils ont fermées. Pourquoi ? Parce que ça, l'actualité le dit très clairement. Il y a un fonds de dette qui a repris la main et donc ils écrèment tout ce qu'ils peuvent. Et là où il y a des poches de cash à récupérer, ils prennent les poches de cash, tout simplement, quoi. Et donc, quand tu vois ce que tu as créé qui disparaît, tu vois, là, tu fais, quel dommage, ça tournait si bien. Après, c'est métaphore de la vie, il y a des choses qui partent. L'impermanence. C'est ça. Voilà, et d'autres qui naissent. C'est ça. On a beaucoup parlé en regardant derrière. Je te propose de tourner la tête, pas pour de vrai. Reste avec nous. Mais tant que tu ne me demandes pas de tourner les talons, ça va. Non, jamais. Allons voir la suite. Yes. Feu Chatterton. Je crois qu'il l'a chanté à Léa Salamé sur sa dernière à France Inter avant qu'elle aille prendre le JT. Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Pas les paroles. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve, ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve.
embarque celle-là. C'est reparti pour un tour. Un tour d'entrepreneuriat. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, peut-être souvent jusqu'au dernier souffle. Alors, si on peut faire un deuxième exit avant le dernier souffle et en profiter avant, je vote pour ça plutôt. Et on aura le plaisir de le raconter. Alors justement, avant de vendre, il faut créer, il faut développer. Je veux bien que tu nous parles de cette nouvelle aventure qui a germé, tu l'as dit en fait, dans la genèse de la première boîte, sur la partie tech, d'accompagnement des parents sur les enfants de 2 à 6 ans moins aujourd'hui. 2 ans. Moins de 2 ans. À plus 6 ans, c'est-à-dire de l'infertilité, la préconception ou même le questionnement du désir d'enfant. Moins 2 ans. Et oui, moins c'est pour 2 ça ans. que je ne l'avais pas. À plus 6 ans. Buguais, De la préconception à l'âge de raison. Infertilité, grossesse, fausse couche ou accouchement, retour à la maison, postpartum, retour au travail, petite enfance jusqu'à l'école primaire et tous les inattendus, deuil périnatal inclus, IVG, voilà, et qui nécessitent des accompagnements particuliers. Et en fait, c'est pendant cette aventure dans les crèches que j'ai écouté en fait, trois groupes de personnes. Déjà les parents ou futurs parents que j'avais, aussi à l'oreille pendant les inscriptions. Ouais. Et puis que je voyais vraiment, on avait un relationnel très fort. En fait, c'était expérientiel. On avait déjà cette démarche d'expérience. On en parle souvent dans la tech et c'est un point très, très clé de Biomai, encore une marque grecque. J'aime quand les choses ont du sens, ça veut dire « je vivrai » en grec ancien. Ça, c'est pour ma boîte actuelle. Et déjà dans les crèches... Ouais, c'est ça marche à chaque fois. Hein. Ça s'écrit pas pareil. Ça reste dans la tête. Non, oui. Mais c'est bien que ça reste dans la tête. J'aime bien ça. Ça marche. Et encore de la musique. Plus ou moins bonne. Plus ou moins bonne, mais au moins tu m'as en tête, tu vois. Ouais. Et c'était déjà expérientiel dans les crèches. Donc on faisait beaucoup parler les parents. Et en fait, j'ai 8 ans d'insight d'une profondeur incroyable en écoutant les pères et les mères et les grands-parents et les nounous. Ensuite, j'écoutais qui? Les DRH, à qui on vendait des berceaux de crèche, et puis mes collaborateurs. Et puis les pédiatres, nos médecins référents, les psychomotriciens, etc., les sophrologues, etc., qui intervenaient dans nos crèches. Et donc une vision à 360 degrés. Et j'entendais des besoins, mais criants, c'est vraiment ça, c'est au secours, on ne sait pas où aller pour se former, s'informer. Quand on a besoin, savoir quelle profession et où la trouver pour avoir de l'aide. Les pédiatres référents de nos crèches nous disaient, mais bien sûr qu'on serait les mieux positionnés pour faire ça, mais on n'a pas le temps et le système n'est pas fait pour qu'on fasse ça. Et donc, en fait, prise de conscience que, il manque tout. Il manque un espèce d'écosystème qui réunirait au même endroit un vrai 360 degrés tous ceux et tous ceux dont les futurs jeunes parents ont besoin. Donc, on est à la fois dans le médical, paramédical, sport santé, santé mentale, nutrition. Cohésion du couple, nutrition, éveil et soins de l'enfant, ces fameuses compétences parentales, coaching, retour au travail et service à la personne de soutien très, très concret, très, très logistique, jusqu'à la nurse de nuit pour que tu puisses dormir un petit peu de temps en temps, les modes de garde, les aides pour y voir clair dans l'administratif CAF, un vrai 360 degrés, tout centralisé au même endroit. Et puis, des petits algos quand même, hein, parce que l'IA et la tech ont un vrai pouvoir magique de rendre des choses simples possibles, mais qui sont simples sur le papier. Par contre, quand tu veux les mettre en musique, c'est un arrachage de cheveux. L'IA et la tech le permet, c'est-à-dire, par exemple, de chaîner des parcours de soins et de soutien pluridisciplinaires pour la bonne personne au bon moment, de lui mettre sous les yeux là, le réflexe dans la poche de tous les futurs jeunes parents dans le monde demain, et de lui mettre sous les yeux le bon contenu au bon moment pour lui ou pour elle, de manière très personnalisée. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça me donne presque envie de refaire des enfants. C'est ce que m'a dit un business angel. Je me dis c'est dommage. Alors, je crois beaucoup en ton projet. Parce que... J'aurais vachement moins essuyé de plâtre. Mais oui. Et moi, il y a 2-3 phrases comme ça, des verbatims que j'ai entendues, mais vous ne savez pas combien de fois. Le fameux non mais attends, maman, papa, les frères, les sœurs, les copains, là. En fait, vous étiez parents avant moi, vous saviez que j'allais vivre ça? Et pourquoi personne ne m'a rien dit avant? Ouais. Et la réponse est non, mais ma chérie, fallait que tu fasses ta propre expérience. Oui, mais là, on divorce. À 25. Tu sais, il y a une statistique, parce que je l'ai entendue pendant 8 ans, et le vrai coup d'envoi, c'était une statistique, la suivante, qui m'a vraiment fait dire ok, il faut monter ce projet. 25% des couples se séparent la première année de vie de leur enfant. Du premier ou du deuxième? Un quart de casse.
Premier ou deuxième enfant? Le premier. C'est un quart de classe. 20% des gens ont du mal à concevoir. Donc, à quel accompagnement, information, santé mentale, rien aujourd'hui. Parce que c'est que du corporel. Médical, c'est hyper nécessaire, c'est la base. Et on a la chance dans ce pays d'avoir des protocoles hallucinants. Donc ça, c'est top. Mais il y a tout le reste qui manque. Fausse couche, un quart des grossesses terminent en fausse couche. IVG, il y a un IVG pour 3 grossesses. Pareil, c'est pas parce que tu fais un IVG que c'est facile à vivre. Tu trouves où un accompagnement, tu sais même pas où chercher. C'est 18% de stress en plus avec un enfant, 30 à 40% de plus avec 2, un quart des couples qui se séparent, enfin des statistiques, il y en a l'appel dans tous les sens. Et une fois que tu as posé oui, c'est vrai, ce serait bien s'il y avait un comptoir unique en fait pour pouvoir chercher tout ça. Tu te dis, mais c'est dingue, comment ça se fait que ça n'existe pas encore? Eh bien, écoute, contrairement à Sacha, je ne referai pas des enfants pour autant, mais je crois beaucoup dans ce projet. Non, moi non plus, je rassure mes enfants qui sont grands, c'est bon. Et j'ai un business angel qui m'a dit ça, et j'en ai un autre qui est jeune, très jeune, qui m'a dit, jusque-là, j'avais décidé que je n'aurais pas d'enfants, mais tu sais quoi, Catherine, rien que pour vivre cette expérience, et pour tester BioMy, j'ai hâte, voilà. Oui, parce que tu as aussi cette phase-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de la jeune génération qui hésitent à faire des enfants parce que ils trouvent que c'est trop compliqué, quoi. C'est ça. Voilà. Nos futurs. C'est ça. Et bien justement, sociétalement, stratégiquement pour la France, et c'est duplicable dans tous les autres pays où on va aussi scaler, c'est le plan. C'est pour ça qu'on fait une levée. On a besoin de réenchanter le désir d'enfant, la parentalité. Sinon, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de personnes pour cotiser, et il n'y a même plus de clients pour acheter. Je sais comment tu vas lever. Il faut monter dans l'avion présidentiel. Voilà, et tu avances. De quel président? De quel pays? On verra. On verra, ça dépend que tu peux te développer et quand. C'est intéressant que tu parles de désir d'enfant, parce qu'il y a une différence entre accompagner ceux qui ont le désir d'enfant et le susciter, qui est un autre travail. C'est un autre travail, mais il fait partie de la chose, parce qu'en fait, comment te dire? La parentalité, ça se forme dans l'imaginaire déjà. Ouais. Dans quoi tu te projettes? Quels sont tes désirs de vie, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels? C'est des peurs aussi beaucoup. Et donc, chercher de l'information. Ça se travaille facilement, ouais. Ça se travaille. Et puis, quand on parle avec les jeunes, ce qu'on fait aussi beaucoup, entre eux, ils lisent quand même pas mal. Et certains disent non, mais moi, je veux pas d'enfant, c'est sûr. Et puis, quand même, en loose day, parce que la jeunesse d'aujourd'hui doit aussi avoir cette posture. C'est ce qu'on décrypte aussi pas mal. Ouais. Ils lisent quand même. Bon, alors attends, je vais quand même peut-être congeler mes embryons au cas où. Enfin, voilà. Et donc, faire venir aussi sous leurs yeux au bon moment certaines infos, ça passe aussi par les employeurs qui sont aussi des vecteurs de... Voilà. Je vais peut-être enfin avoir la réponse à une question que je me suis posée. Tu disais, on écoutait beaucoup de pères. C'est mon cas. Moi, il y a un truc qui m'a rendu fou avec les crèches. Un jour, on me demande de ramener un t-shirt avec l'odeur de la maman, donc de mon épouse, parce que ça rassurait l'enfant. En soi, pas de problème, je suis persuadé que c'est le cas. Et je dirais pas, mais moi, mon t-shirt, mon odeur, ça marche? Non. C'est l'odeur de la mère. Et alors, j'ai vu qu'il y avait effectivement des études sur l'odeur de la mère, mais aucune sur l'odeur du père. Ça m'a rendu fou. C'est la mama's touch. Petite anecdote. D'accord ou pas, Sacha? Enfin, a priori, que l'enfant soit sensible aux odeurs, qu'il connaît, qu'il rassure, c'est une chose. Après, si on me prouve que l'odeur de la mère rassure plus que l'odeur du papa, fine. Je vais te répondre avec une anecdote perso, parce que je ne me risquerai pas sur les études que tu cites, que je n'ai pas lues. Et quand on cite des sources, moi j'aime bien être factuelle et précise, mais je me souviens très bien quand j'étais dans un club de vacances en eau bien connu, pour lequel je ne vais pas faire de publicité là maintenant, nous avions laissé notre fille au club bébé, bref à la garderie pour profiter de la soirée, et à chaque fois qu'on venait la rechercher, elle avait 9 mois. Quand c'est moi qui la prenais dans son petit berceau, je la prenais sur moi pour entrer dans la chambre d'hôtel, elle ne se réveillait pas. Les quelques fois où c'est son papa, j'étais juste à côté de lui, elle se réveillait à chaque fois. Et il m'a dit, mais comment ça se fait? Comment tu fais? Je n'y cherche pas, c'est la mama's touch. J'ai pas du tout la réponse que j'attendais. Mais j'en ai une autre. J'en ai une autre qui est plus systémique. Il y a un angle mort, en fait, dès qu'on parle de grossesse même. Pour moi, ça part dès même les tentatives de conception, la grossesse, qui est une étape que les hommes, en général... ne vivent pas du tout de la même manière que la femme, parce que vous savez pas ce qui est ressenti, pas comment vous positionnez. Forcément.
Et puis, on dit souvent que c'est quand le bébé est plus interactif, que le père arrive plus à connecter. Voilà. Il y a un truc qui est quand même un gros dysfonctionnement, et tu vas voir que je suis en train de te rejoindre. C'est que la parentalité, on a tendance à dire que c'est qu'une histoire de nana, en fait, que ça concerne que les femmes. Et en fait, dans ces 8 années, j'ai écouté beaucoup les papas. Et c'est souvent les papas qui m'ont donné les meilleurs insights, en fait, pour comprendre quels sont les vrais besoins. C'est fou, hein ? Et quand je parle à des DRH, je leur parle beaucoup de leurs collaborateurs hommes. Parce que ça les concerne aussi. Ouais. Parce que quand on est au travail, et ça, cette anecdote, je l'ai entendue quasiment au mot pour mot tel que je vais vous la donner. Quand on est au travail et qu'on dit, dis donc, mon collègue, il est encore venu me chercher pour bouffer à 12:10, et je me suis dit, j'ai encore rien fait ce matin. Heureusement, mon boss, il croit que je bosse, je suis efficace, je suis sur mon clavier. Mais en fait, depuis ce matin, je suis en boucle. Ok, le petit, il est à la crèche, là maintenant, ça va. Ouais, mais ma femme, elle est en dépression du postpartum. Est-ce que nous aussi, on va divorcer ? Est-ce que nous aussi, on est rendu là ? C'est pas possible, c'est obsédant, au secours, je dors pas, je suis fatiguée, et il est midi, j'ai rien fait. Voilà. Et donc ces hommes-là, comment on fait pour vous accompagner ? On vous prend en charge tout simplement de la même manière. Pas de la même manière, mais on vous met ensemble dans cette appli autant que les femmes. Et une fois qu'on a dit ça, c'est pareil, on se dit mais comment ça se fait que ça n'existe pas encore ? J'ai des associés plus jeunes, je leur en parle demain. Et n'attendons pas la prochaine Exit pour se parler. C'était un vrai plaisir de t'avoir, Catherine. On va finir comme toujours en musique. Je t'ai demandé un son sur lequel tu as fait la fête pour fêter le deal. On part avec Mark Ronson, Uptown Funk. Un petit mot avant que j'envoie, parce qu'on ne pourra pas parler par-dessus. Vivement le prochain Exit, mais d'abord on va lever. Merci Catherine. Merci beaucoup, c'était très inspirant. Merci à vous deux. Merci à vous deux et à toutes celles et ceux qui sont encore là jusqu'à la dernière seconde. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk